Je m'appelle Élise Dubois. J'ai 29 ans. Et le jour du Nouvel An, j'ai appris exactement quelle était ma place dans ma propre famille. Je suis entré dans le salon de mes parents ce matin-là, portant un sac de café de spécialité de Lyon et une boîte de viennoiserie que j'avais achetée en chemin. La maison sentait la cannelle et les grains de café torréfiés. Il y avait du papier cadeau partout, et tout le monde riait. Ma mère brandissait un nouveau gadget de cuisine. Mon père parlait d'un grill sophistiqué. Ma sœur prenait déjà des photos de son nouveau coffret spa, et ma petite nièce déballait un jouet scientifique. Mon nom a été prononcé. Je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai attendu. 5 minutes, 10, 15. Personne ne m'a rien donné. Personne n'a même demandé si j'avais déjà reçu quelque chose. C'était comme si j'étais un bruit de fond dans un film sur leur vie parfaite. Finalement, j'ai dit aussi nonchalamment que possible, alors, j'ai manqué mon nom. Ma mère s'est tournée vers moi avec ce regard fatigué et agacé que je ne connais que trop bien et a dit, « Pourquoi dépenserions-nous encore de l'argent pour toi? Tu as tourné le dos à ce qui compte pour cette famille. Tu fais ta vie de ton côté maintenant. Tu es essentiellement une invitée par habitude. » Ma sœur a laissé échapper un petit rire et a ajouté, « Au moins, maintenant tu comprends enfin. Tu n'es pas vraiment à notre niveau ces temps-ci. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levé, j'ai posé le café sur la table, je leur ai dit qu'ils en auraient plus besoin que moi, et je suis sorti dans l'air froid de janvier. Au moment où le soleil s'est couché le 1er janvier, j'étais de retour dans mon appartement à Lyon, les yeux fixés sur l'application financière que j'ai créée et qui suit chaque euro qui transite par leur café. La journée s'est terminée ainsi, et à 8h30 le lendemain matin, le 2 janvier, une seule boîte est apparue sur le perron de mes parents et a fait voler leur petit monde parfait en éclats. Si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans cette boîte et comment la fille qu'ils traitaient comme si elle n'existait pas a fini par détenir tout le pouvoir, restez avec moi jusqu'à la fin. 5 ans plus tôt, j'avais 24 ans, j'étais fauché selon les standards de la plupart des gens, mais j'étais pourtant la seule personne de ma famille à savoir à quel point nous étions proches de tout perdre. À l'époque, les Cafés Dubois, la petite chaîne de café que mes grands-parents avaient lancée à Bordeaux, se vidait de son sang. Ma mère, Catherine, gérait le quotidien comme elle l'avait toujours fait. Mon père, Denis, continuait d'approuver de nouveaux prêts pour du matériel que nous ne pouvions pas nous permettre, et tout le monde ne cessait de parler de la fidélité des habitués, comme si les bonnes ondes pouvaient payer les factures en retard. Ma sœur aînée, Béatrice, était l'enfant prodige qui publiait des photos de la tare sur Instagram et se présentait comme le visage de la marque. J'étais celle qui avait déménagé à Lyon pour écrire du code, prétendument l'enfant qui était parti. Je me souviens encore de la nuit où j'ai ouvert leur compte pour la première fois. J'étais assise à ma table de cuisine à Lyon avec un repas à emporter bon marché, fixant une feuille de calcul qui me retournait l'estomac. Le loyer était en retard pour l'un des emplacements. Les paiements des fournisseurs étaient jonglés, et le seul plan de mes parents était d'espérer que le mois suivant serait meilleur. Je venais de signer un contrat décent en tant qu'ingénieur logiciel pour une jeune pousse des technologies financières. C'était la première fois de ma vie que j'avais de l'argent réel sur mon compte. Et au lieu de célébrer, j'ai conduit plusieurs heures sur l'autoroute à 89 pour avoir une conversation inconfortable avec mes parents à propos de chiffres qu'ils ne voulaient pas voir. C'est cette nuit-là que je suis devenu l'actionnaire majoritaire des Cafés Dubois. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger, la même que mes grands-parents avaient achetée des décennies plus tôt, et j'ai exposé la situation aussi calmement que possible. Je mettrai mes économies pour rembourser le pire de la dette. En échange, ils me transféreraient la plupart des actions. Je construirais un nouveau système de points de vente, connecterais chaque caisse de chaque boutique à un tableau de bord unique sur le cloud, et suivrais chaque euro qui entrait et sortait. Fini les notes manuscrites collées sur la machine à expresso. Fini l'argent liquide mystérieux qui n'atteignait jamais la banque. Ma mère détestait l'idée que je sois celle qui détienne les chiffres, mais elle détestait encore plus l'idée de la saisie. Mon père a signé parce qu'il pensait que c'était temporaire. Béatrice a signé parce que maman le lui a dit. Je suis retourné à Lyon le lendemain matin et j'ai commencé à coder. Pendant des mois, j'ai partagé ma vie en deux. Le jour, je travaillais sur des outils de paiement et des modèles de risque pour mon employeur. La nuit, je construisais le tableau de bord Dubois, un système qui extrayait les données en direct des caisses de chaque boutique, enregistrait chaque transaction et la comparait au stock et au dépôt bancaire. Quand il a finalement été mis en service, je me tenais à l'arrière du café phare avec un ordinateur portable pendant que ma mère encaissait une file d'habitués.
Chaque passage de carte ou tapotement de téléphone apparaissait sur mon écran en temps réel. Une minuscule preuve que l'hémorragie pouvait être stoppée. Nous nous sommes stabilisés. Les factures ont été payées. Les lettres effrayantes se sont raréfiées. Mes parents ont gardé la maison en banlieue. Sur le papier, j'ai sauvé l'entreprise familiale. En réalité, j'ai seulement retardé l'inévitable et leur ai donné un outil assez tranchant pour couper dans les deux sens. Ce qui était étrange, c'est que rien n'a vraiment changé dans la façon dont ils me traitaient. Lors d'un barbecue familial pour célébrer le redressement de la situation, ma mère a passé un bras autour de Béatrice devant un groupe de clients et a dit « Elle est le cœur des cafés du bois. Nous ne serions rien sans elle. » Puis elle a fait un signe de tête dans ma direction, où je me tenais sur le côté avec mon ordinateur portable, et a ajouté « Et Élise s'occupe des trucs d'informatique, peu importe ce que c'est. » Les gens ont ri poliment. J'ai souri parce que j'y étais habitué. J'étais l'enfant en retrait depuis l'âge de 10 ans, celle qui bricolait pendant que ma sœur charmait la pièce. Mais maintenant, j'étais l'enfant en retrait qui possédait la majeure partie de la pièce et qui avait un flux en direct de chaque vente qui s'y déroulait. Pendant un certain temps, je me suis dit que c'était suffisant, que les avoir sauvés une fois signifiait que j'avais fait ma part. Puis, dans la nuit du 1er janvier 2026, assis seul dans mon appartement à Lyon après être parti de cet échange de cadeaux, j'ai ouvert le même tableau de bord que j'avais construit pour les secourir et j'ai vu un schéma qui n'avait aucun sens. Les ventes brutes de chaque emplacement étaient élevées. Les dépôts bancaires étaient étrangement bas, et la colonne des espèces donnait l'impression que quelqu'un y prélevait de petites sommes depuis longtemps. J'ai fait défiler les mois les uns après les autres, regardant l'écart se creuser, et j'ai réalisé que ma famille ne m'avait pas seulement manqué de respect. Ils avaient utilisé le système que j'avais créé pour dissimuler discrètement de l'argent, confiant que la fille qui s'occupait juste des trucs d'informatique ne dirait jamais un mot. À 8h30 le matin du 2 janvier, une simple boîte en carton marron a atterri sur le perron de mes parents à Bordeaux pendant que j'étais assise à plus de 500 km de là dans mon appartement à Lyon, regardant une barre de progression avancer sur l'écran de mon ordinateur portable. La nuit précédente, après avoir vu les manques de liquidité dans le tableau de bord, j'étais resté debout à exporter tout ce dont j'avais besoin du système que j'avais construit, chaque vente en espèces, chaque passage de carte, chaque dépôt, chaque euro manquant, soigneusement organisé dans un fichier qui disait la vérité plus clairement que je n'aurais jamais pu le faire. J'ai chargé ce fichier une version hors ligne allégée de mon application sur une clé USB, imprimé quelques pages de rapport de synthèse, et j'ai tout glissé dans cette boîte avec un unique post-it qui disait « Branchez-le ». Pas de signature, pas d'explication. Juste des chiffres. Un coursier express l'a récupéré à la réception de mon immeuble et a roulé vers le sud pendant que j'essayais de décider si j'étais mesquine ou enfin honnête. Dans leur cuisine, ma mère était probablement en train de remplir sa tasse, mon père de faire défiler les actualités sur son téléphone, ma sœur de vérifier les commentaires sur ses publications de vacances. Quand la sonnette a retenti, ma nièce Chloé a couru à la fenêtre et a crié quelque chose à propos d'un colis. Ma sœur a ouvert la porte, a regardé le Porsche vide, et a rentré la boîte comme si c'était juste un autre cadeau en retard. Elle a arraché le ruban adhésif, a ouvert le couvercle et s'est figée. À l'intérieur se trouvait la clé USB, les rapports imprimés avec le logo des Cafés du Bois en haut, et des pages de colonnes montrant les ventes, les dépôts, et une colonne croissante intitulée « Sous-déclaré ». Je n'étais pas là pour le voir, mais je connais assez bien ma sœur pour l'imaginer appeler notre mère, sa voix montant un peu plus haut à chaque mot. Ma mère se serait essuyé les mains sur un torchon, agacée par l'interruption, jusqu'à ce qu'elle voie mon nom dans l'une des petites notes de bas de page du rapport, généré par Dubois Analytique, un outil d'Élise Dubois. C'était la partie que j'avais faite exprès. Mon père aurait pris les papiers, les aurait feuilletés et serait devenu blême en réalisant que les dates remontaient à des années, bien avant ce jour du Nouvel An où ils avaient décidé que je ne valais pas une carte cadeau de 20 €. Quelque part, au milieu de la confusion, ils auraient vu la ligne qui montrait exactement combien d'argent aurait dû arriver à la banque et combien y était réellement parvenu. La différence n'était pas une erreur d'arrondi. C'était un schéma. À un moment donné, ma mère a dû attraper son téléphone et essayer de m'appeler car une notification est apparue sur mon écran une demi-seconde avant de disparaître. Bloqué. Une seconde plus tard, un autre appel est arrivé de mon père. Bloqué aussi. Puis un texto de ma sœur, « Tu es sérieuse en ce moment ?» suivi de 3 points. Puis plus rien, car mon téléphone filtre les messages des numéros que j'ai mis en sourdine dans un petit dossier silencieux que je ne vérifie jamais. Pendant qu'il s'entassait autour de la table de la cuisine avec ses pages et cette clé USB,
se disputant sur ce qui pouvait être prouvé et ce qui pouvait encore être caché. J'ai ouvert les mêmes rapports sur mon ordinateur portable et j'ai fait défiler lentement. J'ai regardé les chiffres comme si je regardais une vieille blessure être enfin refermée. Pendant des années, il m'avait considéré comme acquise, racontant à qui voulait l'entendre que j'étais juste l'enfant qui jouait avec les ordinateurs pendant qu'ils faisaient le vrai travail. Maintenant, chaque raccourci qu'ils avaient pris et chaque euro qu'ils avaient détourné était exposé dans un format conçu pour être compris par les banquiers, les auditeurs et les agents du fisc. Je n'avais toujours pas décidé à qui exactement j'allais le montrer quand j'ai cliqué sur enregistrer et fermer mon ordinateur portable. Mais je savais une chose avec une clarté absolue, pour la première fois de ma vie, ma famille avait besoin de quelque chose de moi plus que je n'avais besoin de quoi que ce soit d'eux. Ma sœur s'est présentée à mon appartement à Lyon le lendemain après-midi comme si de rien n'était, comme si nous étions deux sœurs normales prenant un café après les fêtes. Je l'ai observée à travers le Judas pendant une seconde, debout dans le couloir dans son manteau cher, téléphone dans une main, gobelet réutilisable dans l'autre, ressemblant plus à une influenceuse en contrat avec une marque qu'à quelqu'un dont toute l'entreprise venait d'être disséquée sur papier. Quand j'ai ouvert la porte, elle a souri trop largement et a dit « Élise, on peut parler ?» Et mon premier instinct a été de la refermer. Au lieu de cela, je me suis écarté et je l'ai laissée entrer. Elle a fait un lent tour de mon salon, désignant la vue, le badge de hackathon encadré, le deuxième moniteur sur mon bureau, comme si elle voyait pour la première fois la preuve que ma vie était réelle. Puis elle a posé son gobelet et a laissé tomber son jeu d'actrice. « Maman panique », a-t-elle dit. « Papa aussi. » Sa voix avait cette tension qu'elle prend quand elle a peur mais essaie de ne pas le montrer. « Ils ont trouvé ton nom sur les rapports. Ils savent que ça vient de toi. » Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai attendu. Elle a continué à parler, vite maintenant. On pensait que tu avais juste aidé avec les prêts. D'accord ? On ne savait pas que tu possédais vraiment la plupart de l'entreprise et que tu avais une sorte de porte dérobée pour tout voir. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, ai-je dit. Vous étiez tous assis à table et vous avez signé les papiers. Vous saviez exactement ce que j'offrais et ce que je demandais en retour. Elle a balayé cela d'un geste de la main comme si c'était un détail sans importance. Ils disent que ça va causer un énorme bazar avec les impôts, que tu as tout fait exploser pour rien, pour une fête de fin d'année qui s'est mal passée, Élise. Ma poitrine s'est serrée à ces mots. Rien. Une fête de fin d'année qui s'est mal passée. J'ai revu ma mère me regarder sans me voir le jour du nouvel an pendant que tout le monde autour de moi ouvrait des cadeaux, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Béatrice a dû le voir sur mon visage car elle a changé de stratégie. Écoute, a-t-elle dit en baissant la voix. Tu sais comment les choses fonctionnent. L'argent liquide, c'est juste plus facile parfois. Les gens font ça depuis toujours. Et Chloé adore son école. Elle adore ses amis. Si ça s'aggrave, on pourrait perdre la maison, les boutiques, tout. Veux-tu vraiment être la raison pour laquelle elle doit faire ses cartons et dire au revoir à toute sa vie ? J'ai presque ri tellement c'était un cas d'école. Quand nous étions enfants, maman utilisait la même tactique, enrobant chaque dispute de culpabilité, de famille et de tradition jusqu'à ce qu'on ne puisse plus distinguer où nos sentiments s'arrêtaient et où les siens commençaient. J'ai pensé à Chloé avec sa queue de cheval en désordre et son kit de science, au fait qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Et pendant une seconde, j'ai senti ma résolution vaciller. Puis je me suis souvenu des chiffres sur mon écran, des années d'argent liquide sous-déclaré, des années où il signait en mon nom en tant que dirigeante sur les déclarations de revenus tout en détournant discrètement l'entreprise que j'avais sauvée. Tu ne vas pas mettre ça sur le dos d'une enfant de 9 ans, ai-je dit doucement. C'est toi, maman et papa qui avaient fait ces choix, pas elle. Elle a secoué la tête comme si j'étais déraisonnable. Tu as changé, Élise. Tu es partie. Tu as choisi la technologie et des étrangers plutôt que ta propre famille. Et maintenant tu nous punis de ne pas t'organiser une fête à chaque fois que tu rentres à la maison. Voilà, le vieux scénario. J'avais tourné le dos à la seule chose qui comptait. J'étais ingrate. Je leur devais une loyauté éternelle parce que je portais leur nom de famille. J'ai pensé à un matin d'hiver quand j'avais 15 ans, debout à l'arrière du premier café du bois avec un vieil ordinateur portable en équilibre sur une caisse de lait. J'avais passé toute la nuit à apprendre à construire une page de commande de base, fier du petit formulaire qui pouvait envoyer les choix de boissons directement au bar. Quand je l'ai montré à ma mère, elle a ri doucement et m'a dit de le ranger pour ne pas effrayer les habitués. Les gens viennent ici pour nous parler, pas à un écran, a-t-elle dit assez fort pour que toute la file entende.
puis elle a appelé Béatrice à l'avant et lui a fait pratiquer la préparation de la mousse de lait et la discussion avec les clients pendant que je faisais semblant d'être occupé par mes devoirs à l'arrière. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce jour-là a donné le ton pour la décennie suivante. Elle était le visage. J'étais l'arrière-plan, et maintenant, celle qui était en arrière-plan avait l'épreuve. De retour dans mon appartement, je me suis redressé et j'ai regardé ma sœur droit dans les yeux. « Ce n'est pas moi qui vous fais ça, » ai-je dit. J'en ai fini de couvrir des décisions que je n'ai pas prises. S'il n'y a rien à cacher, alors les chiffres correspondront. N'est-ce pas? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et a attrapé son gobelet. « Ce n'est pas toi, » a-t-elle marmonné en se dirigeant vers la porte. Tu étais la seule personne sur qui je pouvais compter pour faire passer la famille en premier. J'ai laissé cette phrase en suspens pendant une seconde avant de répondre. C'est peut-être le fait de faire passer la famille en premier qui m'a mise dans ce pétrin. Après son départ, le silence dans mon appartement semblait plus lourd que la nuit précédente. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché tout ce que j'avais exporté, les rapports, les journaux, les chaînes de courriel où mes parents parlaient nonchalamment de « retirer un peu d'argent liquide cette semaine », mon nom sur les documents de l'entreprise qui disait que j'étais responsable si les choses tournaient mal. J'ai composé le numéro d'un avocat d'affaires à Lyon qu'un de mes collègues m'avait recommandé des mois plus tôt alors que nous plaisantions sur les pires scénarios. Cette fois, ce n'était pas une blague. J'ai expliqué qui j'étais, ce que j'avais construit, ce que j'avais trouvé. Je lui ai posé une question que j'évitais depuis le moment où j'avais vu la première anomalie, si je sais qu'il y a une fraude fiscale dans une entreprise où mon nom figure sur les papiers et que je me tais, cela fait-il de moi une complice? Elle n'a pas mâché ses mots. Ça ne présente pas bien, a-t-elle dit. Et si ça explose plus tard, ils essaieront absolument de vous faire porter le chapeau. Elle m'a exposé mes options, y compris une dont j'avais entendu parler mais à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé, le dispositif des aviseurs fiscaux de la Direction générale des finances publiques. J'ai passé le reste de la journée à lire tout ce que je pouvais trouver à ce sujet, à vérifier les exigences par rapport à mes données, à m'assurer que je ne franchissais aucune ligne en matière de confidentialité ou de piratage. J'avais un accès administrateur. J'avais construit le système. J'avais parfaitement le droit d'accéder à ces rapports. Au moment où le soleil s'est de nouveau couché sur Lyon, j'avais rédigé une déclaration détaillée, joint des fichiers et rempli le formulaire de soumission en ligne. Pas en tant que fille amère, mais en tant qu'actionnaire majoritaire qui ne voulait plus que son nom soit associé à un mensonge. Cliquer sur « Soumettre » n'a pas eu l'air dramatique. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, pas de musique grandiloquente. C'était juste comme sortir enfin d'une maison en feu que l'on m'avait dit de prétendre normale. Peut-être qu'une vraie famille se serait souciée du fait que j'étais en train d'y suffoquer. Plusieurs mois plus tard, la première enveloppe blanche de la Direction générale des finances publiques est arrivée dans la boîte aux lettres de mes parents, et tout ce qui avait été murmuré autour de la table de la cuisine avait soudain un en-tête officiel. Je n'ai pas vu leur visage quand ils l'ont ouverte, mais j'ai entendu parler de la panique par un cousin qui travaillait à temps partiel dans l'un des cafés. Il m'a envoyé un texto pour me dire que ma mère était devenue silencieuse au milieu d'un coup de feu, était allée dans l'arrière-salle avec la lettre, et en était ressortie avec les yeux si rouges que même les habitués l'avaient remarqué. La vie n'était pas dramatique en soi. C'était une lettre d'audit standard, du genre qui dit que le gouvernement aimerait examiner de plus près quelques années de déclaration d'une petite entreprise qui, sur le papier, semble plus rentable que ce qui transite par ses comptes bancaires. Pour une entreprise normale, cela aurait été effrayant mais gérable. Pour les cafés du bois, avec sa pile bien cachée d'argent liquide manquant et une actionnaire majoritaire qui venait de déposer un rapport de dénonciation, c'était la mèche lente d'une bien plus grande explosion. Mes parents ont fait exactement ce à quoi je m'attendais. Ils ont engagé un avocat fiscaliste local, ont imprimé leur propre version des chiffres et ont essayé de construire une histoire où les écarts dans les dépôts n'étaient que d'innocentes omissions. On a parlé de primes en espèces informelles, de pourboires gérés hors comptabilité, de petites faveurs pour les employés qui n'ont jamais été intégrés à la paie. Le plan, d'après ce que j'ai pu reconstituer, était simple, blâmer une mauvaise tenue des comptes, utiliser un langage suffisamment émotionnel sur le fait d'être une entreprise familiale, et espérer que le fisc se contenterait d'une simple tape sur les doigts. Mon nom a été mentionné lorsque l'avocat a demandé qui avait conçu leur système. C'est à ce moment-là que la situation a cessé d'être un désordre familial privé pour devenir quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Une agente du fisc m'a appelé sur mon numéro de Lyon un matin alors que j'étais entre deux réunions pour mon travail dans la FinTech. Elle s'est présentée,
a confirmé mon rôle d'actionnaire majoritaire et d'architecte du système, et m'a demandé si je serais disposé à répondre à quelques questions sur le fonctionnement du système de point de vente des cafés du bois. J'ai fermé la porte de mon bureau, je me suis assise et je lui ai dit oui. Nous avons programmé une vidéoconférence. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé sur un écran partagé avec 3 personnes qui avaient défini toute mon enfance. Mes parents étaient assis à la table de la salle à manger à Bordeaux. Ma sœur était à leur côté, sous le même lustre qui avait éclairé chaque Noël, chaque anniversaire, chaque grande dispute que nous avions jamais eue. De l'autre côté de l'écran se trouvait l'agente, son superviseur et l'avocat fiscaliste que mes parents avaient engagé. J'étais dans une salle de conférence sobre de mon bureau, un mur de verre derrière moi, mon ordinateur portable poussé un peu plus loin que d'habitude pour ne pas avoir à regarder mon propre reflet de trop près. L'agente a commencé par des questions de routine. Depuis combien de temps étais-je actionnaire? Quand avais-je mis en place le système de points de vente? Quel accès avais-je aux données? J'ai répondu avec prudence mais honnêtement. J'ai expliqué que les caisses de chaque boutique envoyaient chaque transaction à une base de données centrale en temps réel, que chaque vente était enregistrée avec un eurodatage, un mode de paiement et un montant, et que le système générait automatiquement des rapports quotidiens comparant les ventes au dépôt. Lorsque l'avocat a tenté d'intervenir et de suggérer que peut-être la synchronisation échouait parfois ou que les journaux étaient incomplets, j'ai demandé la permission de partager mon écran et j'ai affiché une version épurée du tableau de bord utilisant des données de démonstration pour illustrer son fonctionnement. Je leur ai montré la piste de transaction, la vue de réconciliation, les journaux d'erreur qui signaleraient toute synchronisation échouée. L'agente observait en silence, prenant des notes. Mes parents se contentaient de regarder fixement, comme s'ils voyaient pour la toute première fois la chose que j'avais construite. Une fois les bases éclaircies, les questions ont changé. Avais-je déjà discuté des écarts entre les revenus déclarés et ce que le système montrait? M'avait-on déjà demandé de modifier des chiffres? J'ai répondu que j'avais remarqué de petits signaux d'alarme les années précédentes et que je les avais mentionnés en termes vagues, pour me faire ensuite repousser avec des blagues sur la difficulté de suivre l'argent liquide. J'ai dit que je n'avais jamais modifié les données moi-même, jamais édité de journaux ni supprimé de transactions, et que le système était spécialement conçu pour empêcher les modifications silencieuses sans piste d'audit. Ma mère a choisi ce moment pour fondre en larmes. Elle a essuyé des larmes qui n'ont pas fait couler son maquillage et a dit à la caméra, « Nous sommes juste une famille qui essaie de maintenir une petite entreprise en vie. Nous ne sommes pas une grande société. Peut-être avons-nous fait des erreurs, mais nous ne sommes pas des criminels. » Mon père est intervenu pour parler de la pression de payer les employés, de l'augmentation des loyers et des coûts d'approvisionnement, de la façon dont on prend parfois de l'argent liquide parce qu'on ne sait pas quand la prochaine crise arrivera. Ma sœur a essayé de tout me mettre sur le dos, me reprochant d'avoir construit quelque chose de trop compliqué, le qualifiant des applications déroutantes qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. Elle a insinué que certaines des anomalies pourraient être de ma faute, que j'aurais pu mal configurer quelque chose ou mal rapporter une information à leur comptable sans l'expliquer correctement. Je suis resté assise et je les ai laissés parler jusqu'à ce que l'avocat hoche la tête dans ma direction, me demandant silencieusement si je voulais répondre. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai gardé une voix égale et j'ai dit que le système ne perd pas d'argent. Ce sont les gens qui le font. J'ai souligné que les montants sous-déclarés n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient un schéma constant qui profitait toujours aux mêmes personnes. L'agente a demandé si je pouvais fournir des fichiers d'exportation pour étayer ma déclaration. Je lui ai dit que je l'avais déjà fait et qu'elle devrait les trouver en pièces jointes du rapport de dénonciation soumis des mois plus tôt sous mon nom. Le silence qui a suivi a été le plus long dont je me souvienne entre mes parents et moi. L'avocat s'est raclé la gorge, réalisant pour la première fois que je n'étais pas là pour arranger leur histoire, mais pour tracer une ligne de démarcation entre moi et ce qu'ils avaient fait. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse et de tensions silencieuses et latentes. Le fisc a demandé des relevés bancaires, des factures de fournisseurs et des années de reçus. Ils ont recoupé mes exportations avec ce qui avait été réellement déposé. Chaque fois qu'un écart apparaissait, une autre lettre était envoyée. Chaque fois qu'une lettre était envoyée, mes parents m'appelaient ou m'envoyaient des textos jusqu'à ce que je bloque un autre numéro. Pendant que tout cela se passait, ma vie à Lyon a pris une étrange tournure ascendante. Mon patron m'a convoqué à une réunion et m'a annoncé qu'un article que j'avais coécrit sur la détection de la fraude dans les petites entreprises avait été accepté à une conférence sur les technologies financières à Nice. Il voulait que je présente l'étude de cas que j'avais anonymisée à partir des données de Dubois, sans les noms de famille ni le drame. J'ai réservé un vol,
j'ai rédigé une présentation sur la façon dont la technologie peut protéger les propriétaires et les employés lorsqu'elle est utilisée de manière transparente, et j'ai essayé de ne pas penser à l'ironie d'utiliser les retombées de ma propre famille comme une réussite professionnelle. Le jour où je me suis tenu sur scène dans une salle de bal d'hôtel, expliquant à une salle pleine de fondateurs comment l'argent liquide sous-déclaré peut se cacher au vu et au su de tous, mon téléphone a vibré avec un message vocal de mon cousin à Bordeaux. Je ne l'ai écouté que tard dans la nuit, mais quand je l'ai fait, sa voix tremblait. Le fisc venait de terminer une réunion clé avec mes parents et leur avocat. Les mots « fraude » et « pénalité » avaient été utilisés dans la même phrase plus d'une fois. Il ne s'agissait plus de savoir si quelque chose allait se passer, mais seulement de la force avec laquelle le couperet tomberait, et de la part des dommages qu'ils essaieraient de me faire porter quand cela arriverait. Au moment où le couperet est finalement tombé, c'était la fin de l'été, le genre de chaleur moite de Bordeaux qui rend tout un peu plus lourd qu'il ne l'est. J'étais à mon bureau à Lyon quand le courriel de l'agente du fisc est arrivé. L'audit était terminé. L'argent liquide sous-déclaré n'était pas un malentendu ou une erreur de comptabilité. C'était un schéma, et il allait être traité comme tel. Quelques jours plus tard, mon cousin m'a envoyé une photo d'une autre enveloppe épaisse sur la table de cuisine de mes parents. À l'intérieur se trouvait la décision officielle, des années d'arriérés d'impôts, des pénalités civiles, des intérêts qui avaient tranquillement augmenté pendant qu'ils prétendaient que tout allait bien. C'était plus que ce que les cafés du bois pouvaient absorber, même lors d'une bonne année. Et ce n'était pas une bonne année. Les clients s'étaient éloignés depuis des mois, effrayés par les rumeurs et la tension gênante au comptoir. Mes parents ont d'abord essayé de tenir le coup. Ils ont organisé des réunions de famille d'urgence, auxquelles je n'ai jamais été invité. Ils ont parlé aux banques de la restructuration des prêts, aux propriétaires de l'allègement des loyers, à quiconque voulait bien les écouter sur le fait d'être injustement ciblés. Rien de tout cela n'a changé les chiffres. En quelques semaines, les panneaux « à vendre » ont commencé à apparaître. D'abord, ce fut la plus petite boutique, celle, confortable, près de l'université où j'avais fait mes devoirs quand j'étais enfant. Puis, le café phare du centre-ville, celui que ma mère appelait toujours son deuxième salon. Ils ont vendu du matériel à prix réduit, des meubles pour moins que leur valeur, n'importe quoi pour rassembler assez d'argent pour empêcher les pénalités de les engloutir. La maison a suivi, la grande maison de style en banlieue qui avait accueilli chaque Thanksgiving et chaque anniversaire, l'endroit d'où j'étais parti le jour du Nouvel An avec un sac de café intact à la main. Ils ont emballé des décennies de photos de famille dans des boîtes et ont déménagé dans un petit appartement de location de l'autre côté de la ville, un endroit moins cher, un endroit où personne ne les regarderait comme avant. Les répercussions ne se sont pas arrêtées à l'argent. Mon père a commencé à voir un cardiologue après que sa tension artérielle a tellement grimpé lors d'un rendez-vous que l'infirmière a refusé de le laisser partir sans test supplémentaire. Ma mère a cessé de publier des nouvelles joyeuses de derrière le comptoir parce qu'il n'y avait plus de comptoir qui lui appartenait. Les habitués qu'elle appelait par leur nom se sont tournés vers d'autres cafés, et les femmes avec qui elle se vantait autrefois de sa réussite en tant que petite entrepreneuse ont cessé de l'inviter à leur brunch. Béatrice a essayé de traverser la tempête en ligne, réorientant son contenu de la marque familiale vers des publications de style de vie vague, mais les sponsors se sont discrètement retirés lorsqu'ils ont réalisé que le charmant empire du café derrière elle était maintenant un exemple à ne pas suivre. Les fissures dans son mariage avec Thomas, qui avait toujours été là sous la surface, se sont rapidement ouvertes lorsque le stress financier a frappé. Il lui en voulait d'être entraîné dans un pétrin qu'il n'avait pas créé. Elle lui en voulait de ne pas vouloir prétendre que tout allait magiquement s'arranger. En quelques mois, ils se sont séparés, puis ont divorcé. Chloé est passée d'une grande chambre dans un bon district scolaire à un plus petit appartement et une école différente où personne ne connaissait son nom de famille. Quelque part au milieu de tout ça, mes parents ont essayé une dernière fois de faire de moi la méchante. Mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas un soir. J'ai répondu sans réfléchir et j'ai entendu ma mère avant même que la connexion ne se stabilise. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-elle dit. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré pendant des heures. « Tu as déchiré cette famille à cause de quelques chiffres sur un écran et d'un sentiment de blessure pendant les fêtes. Nous avons tout perdu parce que tu n'as pas pu laisser tomber. » Je l'ai laissé parler. J'ai laissé mon père prendre la ligne et le dire aussi, à sa manière plus calme, me parlant des amis qui n'appelaient plus, des employés qui étaient partis. À la fin de son discours, il a dit, « Tu sais, ils n'auraient jamais cherché aussi loin si tu ne les avais pas mis sur notre piste. Tu as dénoncé tes propres parents. Ça doit bien signifier quelque chose pour toi. » « Oui, ça signifie quelque chose, ai-je dit.
Ça signifie que je ne suis pas prête à payer pour des choix que je n'ai pas faits. Vous avez signé en mon nom sur ces déclarations. Vous avez utilisé mon système pour cacher de l'argent et avez supposé que je me tairais parce que nous partageons le même ADN. C'était votre pari. Vous avez perdu. Il y a eu d'autres disputes, plus de culpabilité, plus d'appel à la tradition et à la loyauté, mais rien de ce qu'ils ont dit n'a changé le fait que le fisc avait pris sa décision et que les cafés du bois n'existaient plus. Quand l'appel s'est finalement terminé, je suis restée assise, fixant mon reflet sur l'écran sombre de mon ordinateur portable, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de triomphe, pas de joie, juste un soulagement net et tranchant. J'étais sorti d'affaires. Peu de temps après la vente de la dernière boutique, j'ai reçu les documents pour finaliser le transfert de mes actions restantes à l'acheteur, un groupe de café régional qui avait repris le nom de la marque et certains des emplacements. J'ai tout signé électroniquement, j'ai vu ma participation se réduire à 0 et j'ai vu le virement arriver sur mon compte quelques jours plus tard. Ce n'était pas une fortune, pas après les dettes et les pénalités. Mais c'était suffisant. Assez pour un acompte sur une petite maison près de la Garonne à Bordeaux, un endroit avec de grandes fenêtres et une pièce supplémentaire que je pourrais transformer en bureau. Assez pour alimenter les économies que j'avais commanditées pour moi-même après avoir réalisé que la famille n'était pas un filet de sécurité sur lequel je pouvais compter. Je suis retourné en Nouvelle-Aquitaine selon mes propres conditions, pas sur le canapé de mes parents, pas dans l'ombre de l'ancienne enseigne des cafés du bois, mais dans une rue calme où personne ne me connaissait comme la déception qui avait quitté l'entreprise familiale. J'ai apporté mes moniteurs, mon sweat à capuche usé et le même ordinateur portable que j'avais utilisé pour construire le système qui a tout changé. J'ai installé mon bureau face à l'eau et j'ai ouvert un document vierge intitulé « Suite ». Officiellement, j'étais toujours ingénieur senior pour mon entreprise de technologie financière. Officieusement, j'avais commencé à esquisser des plans pour mon propre produit, un outil pour aider les propriétaires de petites entreprises à repérer exactement le genre de fraude et de négligence que mes parents avaient enrobé dans le langage de la survie. Il y avait une certaine symétrie là-dedans. Ils avaient utilisé mes compétences pour frauder le système. J'allais utiliser les mêmes compétences pour aider d'autres personnes à tenir leur compte proprement. Des mois plus tard, alors que l'automne revenait dans le sud-ouest, je suis passé devant l'un des anciens emplacements du bois en allant retrouver un ami. L'enseigne avait été remplacée, le menu redessiné, les baristas tous nouveaux. Personne ne m'a reconnu. Personne ne savait que mon nom de famille avait un jour été peint sur les vitres. Je suis resté là une seconde, regardant les clients faire la queue pour leur boisson, et j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de gratitude. L'endroit qui avait défini mon enfance avait disparu. La version de moi qui avait besoin de leur approbation avait disparu avec lui. Les personnes qui m'avaient blessé avaient payé un prix que je n'avais pas eu à collecter en personne. Je me suis détourné et j'ai continué à marcher vers une vie qui semblait enfin être la mienne. Le premier matin où je me suis réveillé dans ma petite maison au bord de la Garonne à Bordeaux, la lumière entrait, douce et grise, à travers les stores, et pendant une seconde, j'ai tout oublié de ce qui s'était passé. Il n'y avait pas d'odeur de grains d'expresso en train de torréfier en bas, pas de cliquetis de tasse, pas de son lointain de ma mère criant les commandes de cette voix vive et théâtrale qu'elle utilisait pour les clients. Juste le silence. Ma propre tasse de café, ma propre cuisine, mon propre nom sur le bail. J'ai préparé un café filtre avec des grains d'un torréfacteur local qui n'avait rien à voir avec ma famille, je l'ai emporté dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le tableau de bord du bois avait disparu de mes favoris. À sa place se trouvait un nouveau dossier de projet, celui que j'avais commencé la nuit où j'avais cédé mes actions, un outil pour les propriétaires de petites entreprises qui voulaient la transparence au lieu d'angles morts bien pratiques, un système conçu pour protéger les gens honnêtes du type exact de raccourci que mes parents s'étaient convaincus d'être normaux. Le construire était étrangement thérapeutique. Chaque ligne de code ressemblait à une minuscule inversion de ce qui avait été fait avec le dernier système que j'avais construit. Au lieu de cacher de l'argent liquide, celui-ci mettait en évidence les schémas de risque. Au lieu de faciliter le détournement par les propriétaires, il permettait aux employés de voir facilement quand quelque chose n'allait pas. J'ai participé à des rencontres locales, j'ai parlé à d'autres fondateurs, j'ai écouté les histoires de baristas et de comptables qui avaient vu leur patron jouer avec les chiffres. J'ai réalisé que ma famille n'était pas unique. La seule chose inhabituelle était que quelqu'un de l'intérieur avait à la fois les compétences et la volonté de dire « c'est mal, et je ne porterai pas ça pour vous ». Les nouvelles de mes parents et de ma sœur sont arrivées slowly par la suite.
J'ai entendu dire que ma mère avait pris un emploi à temps partiel dans un café de taille moyenne de l'autre côté de la ville, travaillant le matin, pointant à l'entrée et à la sortie comme tout le monde. Elle ne publiait plus sur le fait d'être le cœur d'une marque. Elle se contentait de servir des boissons et de nettoyer les comptoirs. Mon père a loué un petit logement dans un complexe près de l'autoroute, un endroit bon marché, un endroit anonyme. Il allait à ses rendez-vous médicaux, prenait des médicaments et passait beaucoup de temps à regarder le sport avec le volume trop fort. Les amis qui venaient pour les barbecues ne visitaient pas l'appartement. Ils envoyaient un texto occasionnel, puis s'arrêtaient. Béatrice a enchaîné les contrats de contenu, essayant de reconstruire sa personnalité en ligne sans le décor des cafés du bois. Elle souriait toujours à la caméra, parlait toujours de matin douillet et de la culture du travail acharné, mais les sections de commentaires étaient plus calmes. Le récit brillant d'une entreprise familiale prospère s'était fissuré, et aucun filtre d'application ne pouvait le réparer. Chloé a commencé dans une nouvelle école dans un district différent. J'ai vu une photo une fois dans un message que quelqu'un m'a transféré par accident, son sac à dos presque aussi grand qu'elle, sa main dans celle de sa mère, son visage légèrement détourné de la caméra. Elle avait l'air petite et plus courageuse qu'elle n'aurait dû l'être. Cette nuit-là, j'ai ouvert un compte séparé à son nom, un compte dont elle ignore encore l'existence, et j'ai automatisé un virement de chaque salaire. Ce n'est pas un grand geste. C'est juste une promesse que je me fais à moi-même que si jamais elle décide de vouloir une éducation ou une issue ou simplement un choix qui n'est pas enveloppé de culpabilité et d'obligation, il y aura quelque chose qui l'attendra et qui ne sera lié au secret de personne. Les gens me demandent parfois si je regrette ce que j'ai fait. Ils le formulent presque toujours de la même manière, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça t'a fait du bien de les voir tout perdre? La réponse honnête est compliquée. Ça ne m'a pas fait de bien de voir les visages de mes parents s'effondrer sur un appel vidéo de mauvaise qualité ou d'entendre la tension dans la voix de ma sœur quand elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'issue facile. Ça ne m'a pas fait de bien de savoir qu'une enfant de 9 ans a dû faire ses cartons parce que les adultes de sa vie ont choisi les raccourcis plutôt que l'intégrité. Ce qui m'a fait du bien, c'est de sortir d'un rôle que je n'étais jamais censé jouer. J'ai grandi en pensant que je devais absorber chaque mauvaise décision, réparer chaque brèche et porter silencieusement le poids de choix que je n'avais pas fait. Parce que c'est ce que signifiait la famille. Il a fallu un audit et une enquête avec mon nom sur les documents pour comprendre qu'une famille sans respect n'est qu'une histoire partagée. Ce que j'ai fait n'était pas une vengeance au sens caricatural du terme. Je n'ai pas crevé de pneus, ni crié sur des parkings, ni essayé de ruiner la vie de qui que ce soit exprès. J'ai dit la vérité aux seules personnes qui pouvaient y faire quelque chose et j'ai refusé de mentir simplement parce que nous partageons un nom de famille. C'était ça, ma vengeance. Je me suis choisi. J'ai choisi de ne plus être le bouc émissaire silencieux et pratique une fois de plus. S'il y a une leçon dans tout cela, ce n'est pas qu'il faut dénoncer ses parents au premier signe de problème. C'est qu'aimer quelqu'un ne signifie pas l'aider à enterrer les dégâts qu'il cause. C'est que vos compétences, même celles pour lesquelles votre famille lève les yeux au ciel, ont une valeur bien au-delà de leur approbation. Et c'est que protéger son propre avenir n'est pas une trahison lorsque l'alternative est de laisser quelqu'un d'autre vous entraîner dans sa chute. Ces jours-ci, ma vie est petite d'une manière qui me semble paisible. J'écris du code. Je me promène au bord de la rivière. Je prends un café avec des amis qui me voient comme une personne, pas comme un problème à résoudre ou une ressource à exploiter. Parfois, je passe encore devant l'un des anciens emplacements du bois et je ressens un pincement au cœur, un éclair de chagrin pour ce qui aurait pu être si ma famille avait choisi l'honnêteté. Mais le sentiment passe. Le soulagement reste. Je n'ai pas ruiné leur vie. J'ai juste arrêté de les aider à cacher la façon dont ils ruinaient les leurs. Si vous avez déjà été l'intrus dans votre famille, l'enfant décevant, celui qu'on appelle que quand quelque chose doit être réparé, j'espère que mon histoire vous rappellera que vous avez le droit de tracer une ligne. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de choisir une vie où vous ne payez pas constamment les intérêts sur les erreurs de quelqu'un d'autre. Et si vous étiez à ma place, avec votre nom sur ces documents et votre travail transformé en arme, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous resté silencieux pour maintenir la paix, ou seriez-vous parti comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. Et souvenez-vous, la première personne à qui vous devez la loyauté est celle avec qui vous devez vivre chaque jour.